C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, l'Iran, un accord ou la guerre. Le président iranien ordonne de négocier sur le nucléaire avec Trump. Possible rencontre États-Unis-Iran à Istanbul dès vendredi, on vient de l'apprendre. Alors mise en scène, bluff, pour gagner du temps, pour mieux se préparer, pour mieux se protéger les bases américaines pour l'un, les sites nucléaires pour l'autre. Vous verrez dans cette émission des images satellites de travaux en cours sur des sites iraniens. Mais si on ne regardait pas tout à fait là où il le fallait, et si le plus sensible, le plus dangereux, c'était le programme de missiles balistiques de Téhéran. Menace mortelle, disent les alliés du Golfe. De quoi parle-t-on? Pourquoi concrètement faut-il le redouter à ce point? De quoi dispose réellement le régime? Mais si accord en vue, quelle base américains et iraniens soufflent le chaud et le froid? En coulisses, Washington et Téhéran tentent-ils réellement d'éviter l'escalade? Écoutez, regardez. À propos de l'Iran, le guide suprême a déclaré aujourd'hui qu'une attaque américaine pourrait déclencher une guerre régionale. Avez-vous une réponse à cela? Pourquoi il ne dirait pas ça? Bien sûr qu'il dit ça. Mais nous avons les plus grands, les plus puissants navires du monde sur place. Nous sommes juste à côté, à quelques jours. Et j'espère qu'on va trouver un accord. Sinon, nous verrons bien s'il avait raison ou pas. L'Iran, bien que sincère et sérieux dans le processus diplomatique, n'a jamais accepté d'ultimatum ni de date butoir. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Hélène Bonnet. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste international LCI. Bonjour colonel Michel Goya. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Bonjour à vous Guillaume Roquette, bien sûr ravi de vous retrouver aussi, et directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Alors le grand dossier Iran, un accord ou la guerre, c'est parti. Et pour commencer, ça vient donc de tomber selon le site très sérieux Axios. Vendredi, des négociations directes pouvaient se tenir entre Iran et États-Unis, et ça pourrait se passer en Turquie. Un deal est-il à portée de main dès cette semaine, au lendemain d'avertissements sur les risques d'une guerre régionale? Le président Massoud Pezeshkian a ordonné l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis, mais les Iraniens soufflent le chaud, le froid, je le disais, regardez. L'Iran, bien que sincère et sérieux dans le processus diplomatique, n'a jamais accepté d'ultimatum ni de date butoir. Par conséquent, une échéance fixée par Donald Trump ne peut être confirmée. Nous sommes au stade de la prise de décision. Les spéculations médiatiques sur le lieu et les modalités d'éventuelles négociations avec les États-Unis et d'autres parties potentielles ne peuvent être confirmées pour le moment, car nous sommes encore en train de prendre notre décision. Et prenons sans tarder la direction de Téhéran pour vous retrouver, Siavash Ghazi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24 et RFI. Alors Siavash, on évoque des négociations directes désormais. Je le disais, potentiellement vendredi à Istanbul, États-Unis, Iran. Les préparatifs se poursuivraient en vue de ce contact. Faut-il croire, Siavash, à la sincérité, à la volonté du régime d'aller vers un accord, ou ne font-ils que gagner du temps? Ce qui est certain, c'est que le ton a changé depuis plusieurs jours à Téhéran. Depuis 3 jours maintenant, on parle d'avancées et de progrès dans les négociations pour fixer un cadre de négociation. Et aujourd'hui, donc, les médias iraniens disent aussi qu'il y aura une rencontre probablement en Turquie, mais peut-être d'autres lieux sont également envisagés, par exemple au Qatar, en Égypte. Donc, l'Iran est prêt à se lancer dans ce processus de négociation. La question principale, c'est sur quel accord, sur quel point les deux pays vont pouvoir se mettre d'accord. Est-ce que l'Iran va accepter de limiter son programme nucléaire ou d'y renoncer totalement, comme le réclament les États-Unis? Est-ce que l'Iran est prêt à réduire son programme balistique? C'est toute la question. Aujourd'hui, un haut responsable iranien a affirmé qu'il n'était pas question d'envoyer à l'étranger le stock d'uranium enrichi de Téhéran, notamment les 400 kilogrammes, comme par exemple l'a affirmé Moscou, et qui voulait faire un geste donc pour essayer de faciliter un accord. C'est toute la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une rencontre, mais est-ce que cette rencontre va permettre d'avoir un accord? C'est la question qu'on se pose bien sûr ici aussi. Il n'est pas certain que l'Iran et les États-Unis, qui ont des points de vue très à deux extrêmes opposés, puissent donc trouver un accord médian pour conclure un accord sur le programme nucléaire de Téhéran, d'autant plus que l'Iran dit qu'il ne veut pas négocier sur le programme balistique.
Merci beaucoup, Siavash Ghazi, correspondant France 24 RFI en direct de Téhéran. Et oui, effectivement, ce programme missile balistique iranien, il est au cœur des enjeux. C'est pour ça que nous l'avons placé au cœur de notre émission dans quelques instants avec le colonel Goya. Vous comprendrez tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet qui est majeur. Dans Axios, toujours très sérieux, médias américains, on apprend ces dernières heures que Donald Trump est ouvert à la solution diplomatique, certes, mais des responsables assurent. Ceci n'est pas du bluff, je cite. Bluff or not bluff, mise en scène. Il faut rester prudent, Hélène Bonnet ? Oui, parce que Donald Trump a toujours dit les Iraniens veulent discuter, on veut bien discuter. Je pense que Donald Trump a suffisamment de voix prudentes autour de lui pour se dire que s'il peut obtenir quelque chose par la négociation plutôt que par une intervention, eh bien c'est toujours bon à prendre. Sur les Iraniens, moi je pense que c'est pas le non aux négociations, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une envie de négocier, ne serait-ce que pour gagner peut-être un peu de temps, repousser éventuellement une intervention américaine, mais c'est non avec des conditions posées à cette négociation. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un point sur lequel ils ne veulent pas bouger, c'est le programme balistique. Allez-y, colonel. Oui, alors est-ce que ça va obtenir quelque chose ? Est-ce qu'on va obtenir quelque chose ? Je n'en sais rien. Il faut quand même rappeler que l'origine de la crise est quand même américaine. C'est quand même Donald Trump qui, lui, a reporté la charge sur l'Iran. C'est lui qui est revenu sur ce front. Je suis persuadé, pour ma part, qu'il y a une part de diversion dans cette affaire, qu'il a décidé de s'attaquer d'un seul coup à l'Iran pour faire un peu oublier un certain nombre de problèmes intérieurs et peut-être aussi son échec au Groenland. Donc il arrive. Vous parlez de l'affaire Epstein pour ce qui est de plus récent ces dernières heures, les dernières révélations. Tout ce qui se passe au Minnesota, c'est quand même, ça se passe pas forcément très bien pour lui sur le plan intérieur. Donc là, concrètement, il lui faut quelque chose. Il faut contre-feu. Un contre-feu, et puis après, il faut quand même sortir de cette crise avec quelque chose. Vous noterez que dans son discours, il n'est pas très clair non plus sur ce qu'il veut obtenir. Il laisse, je pense, un flou aussi artistique afin justement de laisser un peu ouvert toutes les options. Et il serait très content, certainement, effectivement, d'obtenir quelque chose, même un truc minime, et sans combat, qui lui permettrait de parader en vainqueur. Maintenant, du côté iranien, on négocie toujours, en réalité. On parle toujours du côté iranien, ça c'est clair. Maintenant, la question qui se pose, c'est si les Iraniens veulent effectivement éviter une attaque, une offensive américaine, il faudra quand même donner quelque chose. Il faudra faire une concession pour satisfaire Donald Trump, et on ne voit pas très bien à ce stade quelle pourrait être cette concession. Mais ça viendra peut-être. Alors Guillaume, c'est vrai que les Iraniens disent parlons, mais ils disent parlons du nucléaire. Donald Trump, c'est pas très clair, mais il a évoqué plein d'autres pistes. Les missiles, les proxys, la posture régionale, etc. La répression dans le pays. En somme, je voyais Elisabeth Shepard-Selam, que nos téléspectateurs connaissent parfaitement bien, qui disait ces négociations ressemblent de plus en plus à une mise en scène, pas à une issue. Non, c'est vrai. Et le fait que, comme il faut être très prudent, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Quand on voit l'évolution des demandes de Donald Trump, elles sont de plus en plus floues et de moins en moins systémiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de remise en question du régime. Alors que vous vous souvenez, en début d'année, je crois que c'était le 2 janvier, il disait « Nous allons venir au secours des Iraniens qui se font massacrer ». Il a complètement abandonné tout ça. Et les 4 points que vous rappeliez, qui sont l'objet des discussions, ils ne sont pas officiellement listés. Donc il y a une marge de négociation qui est extrêmement importante, sachant que, à mon avis, l'un des points essentiels du côté iranien, c'est de ne pas perdre la face. Vous vous souvenez, déjà l'été dernier, quand il y avait eu des frappes américaines et israéliennes, les Iraniens avaient dit on va riposter, et avant de riposter, ils avaient prévenu tout le monde, surtout planquez-vous, parce qu'on va balancer quelques missiles entre guillemets pour la galerie, mais il y a donc une forme de pragmatisme des deux côtés. On ne sent pas aujourd'hui, malgré l'envoi de ces moyens militaires importants, une montée en tension. C'est pour ça que, a priori, l'option de négociation apparaît la plus plausible. Alors, lui, il change de position, mais géographique. C'est l'ayatollah Khamenei, c'est ce qu'on apprend dans le Parisien. C'est le spécialiste du Mossad, Yossi Melman, qui le dit. Il nous écrit Khamenei change constamment de position. Il est réapparu hier, l'ayatollah. Il s'est exprimé dans le centre de Téhéran, selon les informations. Une façon, on le comprend, de réaffirmer son pouvoir, celui des mollahs, face aux menaces. On va le réécouter, le revoir aussi. C'est important et on en reparle juste après. Les Américains doivent être conscients que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale.
Et on prend la direction d'Israël, de Tel Aviv, plus précisément, pour vous retrouver Betsabé Salem. Betsabé, le Parisien toujours, nous raconte ce matin la toile tissée en Iran et dans la région par le Mossad et par la CIA, par les Américains en la matière. Le journal nous explique que le nombre de légendes, vous savez, ces espions qui ont une personnalité pour s'insérer dans une société, ces légendes du Mossad sur le terrain seraient difficilement quantifiables, mais plus d'une centaine s'y trouvaient avant la guerre de 12 jours. Selon vous, Betsabé, le Mossad est largement encore aujourd'hui à la manœuvre pour traquer Khamenei, pour le cibler. Que sait-on de ce qu'ils peuvent faire potentiellement ? En fait, les agents du Mossad en Iran, de ce qu'on en sait, ils ont deux objectifs. D'abord, recueillir des renseignements, ça c'est très important, et puis mener des opérations. Il y a quelques jours, il y a le chef du Mossad qui, justement, dans plusieurs déclarations, expliquait que ces opérations en Iran, vous savez, ça prend des mois, voire des années, a-t-il dit, de les préparer. Il a aussi expliqué qu'il y avait des centaines d'agents du Mossad en Iran. Alors, il faut comprendre qu'en Iran, la plupart des agents, ce sont des Iraniens qui, parce que ce sont des opposants au régime ou pour une question d'argent, ont décidé de travailler pour le Mossad. Il y en a même des milliers si vous comptez tous les collaborateurs qui ne travaillent pas officiellement pour le Mossad. Il y a quelques jours, il y a eu une interview qui a fait beaucoup de bruit en Israël d'un agent du Mossad justement qui a travaillé en Iran et qui était présent pendant la guerre des 12 jours, et il raconte justement cette mission lors de laquelle ils ont réussi, lui et son groupe, à détruire un lanceur de missiles qui avait des missiles qui allaient être tirés sur Israël. Donc il raconte bien sûr la peur, la tension, mais surtout il explique que lui, il est iranien, qu'il est né en Iran, qu'il y a fait son service militaire, ses études, et il explique aujourd'hui: je n'ai pas trahi mon pays, je trahis mon régime. Merci infiniment, Betsabé Salem. Depuis Tel Aviv, on se retrouve un tout petit peu plus tard. On a encore pas mal de choses à se dire, vous et moi. Alors, colonel Goya, c'est Raphaël Jérusalemi, l'ancien du renseignement israélien, qui disait dans cette émission il y a quelques jours, et encore ce matin sur cette antenne, que on sait exactement où il se trouve, Khamenei. Il est clair que même s'il change de position, c'est qu'une question de volonté. Si on voulait le toucher, il y a bien sûr des agents du Mossad qui sont à portée de tir, oserais-je même ? Oui, bien sûr. Tous ces éléments infiltrés, ces éléments clandestins, ou qui peuvent être renforcés d'ailleurs d'éléments qu'on appelle plus discrets, comme des forces spéciales, ils sont là pour, renseigner sur la situation, renseigner sur des cibles, et donc éventuellement le guide suprême, éventuellement encadrer aussi, aider les différents mouvements d'opposition et de rébellion. Ils peuvent donc, dans ce cadre-là, oui, certainement, ça fait des années que effectivement le Mossad traque Ali Khamenei. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est l'éliminer, pourquoi pas, mais l'éliminer, pourquoi faire surtout. C'est-à-dire que si la question du changement de régime, elle est exclue maintenant. Il faut être clair, Donald Trump ne veut pas s'engager dans ce truc, c'est trop compliqué. Il veut une soumission du régime, en fait. Il veut comme au Venezuela, il ne veut pas changer le régime. Il veut que le soumettre, et éventuellement, si Ali Khamenei est un point de blocage, et que c'est vraiment un point dur, et que si on a un plan B derrière, et on sait que le plan B, son successeur éventuel, serait pour le coup plus conciliant, comme le Venezuela, pourquoi pas. Maintenant, s'il n'y a pas de plan B, éliminer Ali Khamenei, je ne suis pas sûr que ce soit très productif en réalité. On a besoin de votre éclairage également sur cette déclaration de Mike Pompeo, qui est l'ancien secrétaire d'État américain, membre de la première administration de Donald Trump. Il le dit: l'aide est arrivée, l'aide américaine est sur place, aidant déjà les manifestations. Vous allez mieux comprendre en l'écoutant, et puis encore mieux en écoutant le colonel Goya juste après. Le président Trump a déclaré que l'aide était en route. Les Iraniens sont descendus dans la rue, mais l'aide n'est pas venue. Pensez-vous que jusqu'à présent, l'administration de Trump ait manqué une occasion de changer le régime pendant ce soulèvement ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, l'aide est bien arrivée et elle est conséquente. Vous ne la voyez peut-être pas, vous n'en savez peut-être pas tout, mais je suis convaincu que les États-Unis font tout leur possible pour soutenir le peuple iranien. Voilà, faisons simple. Quelle aide et pour quelle mission ? Attiser les manifestations ?
Les armées surtout, en réalité. Les armées. Oui, le pouvoir, ça se gagne au bout du fusil. Ça se gagne pas avec des bombes. On change pas un régime avec des bombes aériennes. On change de régime avec des gens armés de Kalachnikov, de fusils, et qui sont dans la rue et qui vont s'emparer des points clés, qui vont renverser le régime. Alors ces éléments armés, ils peuvent venir de l'armée, par exemple, elle-même, de l'armée régulière qui se rallierait éventuellement l'opposition. Ça n'a pas été le cas, mais ça peut venir aussi de l'opposition elle-même. La guerre en Syrie, ça a commencé par une manifestation en 2011, par des manifestations désarmées et pacifiques qui ont été impitoyablement réprimées, et puis ensuite c'est devenu une rébellion armée, en partie par l'armée régulière qui s'est constituée et une aide extérieure. Donc parmi les possibilités, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez des éléments clandestins, mais vous avez aussi des forces spéciales, vous avez des groupements de forces spéciales américains qui sont à coup sûr au Kurdistan, probablement aussi en Azerbaïdjan, et qui ont la capacité de s'infiltrer dans les territoires, qui peuvent y mener des actions directes, c'est-à-dire elles-mêmes agir, détruire des points particuliers, s'emparer, c'est ce qu'ont fait les Israéliens pendant la guerre de juin, ou aider éventuellement, armer, équiper, encadrer, conseiller des mouvements rebelles, que ce soit des mouvements d'opposition où il y a un certain nombre de groupes également d'opposition, un peu périphériques, arabes, kurdes, baloutches, éventuellement, contre le régime central. Maintenant, oui, c'est bien, mais le problème étant que l'opposition n'est pas unifiée, elle n'est pas incarnée, elle n'est pas unifiée, et donc le scénario, la suite logique un petit peu de ce scénario, c'est quand même quelque chose qui ressemblerait à la Syrie, quoi. Ouais. Probablement, quoi. Et ça inquiète beaucoup les voisins de l'Iran, qui sont aussi les alliés de Washington, en particulier l'Arabie Saoudite, qui pourtant étant en opposition frontale avec l'Iran, ce sont les deux puissances régionales concurrentes, mais qui est pour autant opposée à une intervention militaire américaine. C'est vrai que on se demande, alors c'est peut-être un leurre, mais pourquoi est-ce que les Américains enverraient autant de signes de bonne volonté, de négociation avec Téhéran, si c'est pour intervenir, pour déstabiliser le régime? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mai dernier, le chef du Hamas, donc Ismaël Haniyeh, il avait été éliminé par les Israéliens à Téhéran même. Donc ça veut dire qu'il y a un degré de connaissance du pouvoir et des localisations des personnes importantes qui est très élevé. Donc ils pourraient faire ça. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, ils tendent la main pour négocier? Moi, je tends la main à Lova Rinel, spécialiste des transitions assez moyennes aujourd'hui. Lova Rinel, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse pour la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste en dissuasion nucléaire. Pendant que vous installez, je vous lis ces quelques mots du ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il a dit ceci: Trump a dit pas d'armes nucléaires. Nous sommes entièrement d'accord. Cela pourrait être un très bon accord. En retour, nous attendons la levée des sanctions pour que cet accord soit possible. Ça fait beaucoup de fois le mot accord, mais in fine, vous y croyez à un accord concernant le nucléaire iranien du haut de vos connaissances? Écoutez, il me semble qu'il y a eu une première tentative qui a été dénoncée par les Américains en 2019. Je reviens à l'accord, le JCPOA, l'accord de Vienne. C'est un accord, il faut rappeler, qui a mis 10 ans à être fait. On a mis plusieurs parties prenantes. Ça veut dire deux choses, c'est que négocier sur le nucléaire iranien, ça prend du temps. Et que les Iraniens, en fait, ne veulent pas se retirer cette capacité qu'ils considèrent souveraine à se doter d'une arme nucléaire. Donc là, il y a une question politique, de souveraineté, d'identité, de positionnement. Je crois qu'il faut le dire, d'influence, de précaré dans la zone sur leur rôle de capacité sécuritaire à être, en position hégémonique dans cette base-là. Donc la question, c'est que aujourd'hui, on a Donald Trump qui dit vouloir, il place son armada en disant « je veux un deal ». Il me semble que depuis quelques mois, on a remarqué que les deals de Donald Trump sont des capacités de soumettre les gens à ses positions à lui, sans prendre en compte ce que l'autre partie veut. Et je crois comprendre que les Iraniens ont marqué, sur la question iranienne, leur capacité à ne pas céder à des questions souveraines, et j'allais presque dire idéologiques et existentielles du régime en lui-même. La question de l'obtention de la capacité de posséder une arme nucléaire par le régime des mollahs est quasiment existentiel. Donc, est-ce que finalement, on va se dire qu'on va arriver à avoir un régime qui va se dire « Ah ben non, on ne veut plus de l'arme atomique »,
il aurait gagné. Mais alors, ça, franchement, je ne m'aventurerai pas sur ça. On parle du programme balistique. Alors, justement, on y vient dans quelques instants. Toujours cette journée de la transition. Un accord sur le nucléaire possible, c'est une chose. D'ailleurs, vous verrez dans un instant avec nous que les Iraniens sont peut-être en train de faire des travaux sur leur site nucléaire avec images satellites à l'appui que vous découvrez juste ici. Vous en verrez plus dans quelques instants. Mais le point le plus sensible, ce sont en réalité les missiles balistiques iraniens. Oui, Turquie, Égypte, Qatar s'efforcent d'organiser des rencontres diplomatiques entre Iran et États-Unis, notamment parce qu'ils craignent tous ce programme nucléaire et le programme des missiles balistiques iraniens. Les Israéliens en particulier, on l'a appris ces dernières heures, auraient partagé des informations sur le sujet à Washington. Avec Washington, l'Iran construirait son programme de missiles balistiques, le reconstruirait. De quoi parle-t-on concrètement ? Sur quoi sont basées ces inquiétudes très sérieuses et très sévères ? On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. Votre programme avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. L'actualité va vite, trop vite parfois. Rejoignez-nous tous les soirs sur LCI entre 18h et 20h pour savoir et pour comprendre. Priorité aux faits avec les indispensables, le goût du débat avec nos invités, les partis pris avec nos éditorialistes. 18h, 20h pour que vous puissiez vous faire votre opinion. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Hey. Il veut te saluer comme toujours, tu préfères le saluer comme jamais. Choisis ton allié Berocca Immunité Flash et sa formule concentrée en vitamine C, D et zinc pour un soutien rapide du système immunitaire. Berocca, gardez le rythme. Cofidis présente projet numéro 12, la réparation. À nous deux, ma vieille titine. Non. Ne laissez plus traîner vos projets. Vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'un taux exceptionnel de 4,5% sur 60 mois. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Tu as vu l'état de ta chambre ? Mais elle est rangée, ma chambre. Tu rigoles des genoux, j'espère. C'est quoi ça ? C'est des chaussettes. Tu vois le problème avec toi, Mathéo ? C'est qu'on te donne ça et tu prends ça. C'est le contraire. Je crois pas, non. Non. Qui est-ce qui paye le loyer ici ? C'est moi. Waouh. Peugeot, leader de l'hybride en France. Venez profiter des jours hybrides Peugeot et du 3008 hybride dès 289 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie offert. Il y a tellement de raisons de célébrer la vie. Et autant de façons de célébrer une vie. Célébrer une personnalité, une qualité et même quelques défauts. PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez-nous au 3012. De jour comme de nuit. Vous avez peur de faire une grosse erreur quand vous achetez une voiture ? C'est fini. Grâce à Autohero, acheter une voiture est enfin facile. Nous sélectionnons toutes nos voitures avec soin. Et nous les reconditionnons comme il faut. Acheter une voiture devient enfin sûr. Et ça fait plaisir. Trouvez la voiture de vos rêves chez Autohero. Valvital vous invite à découvrir les bienfaits de l'eau thermale. Quand l'eau et l'humain se rencontrent pour vous offrir une expérience unique. Nos cures thermales sont conçues pour soulager vos douleurs et améliorer votre santé. Nous vous offrons un véritable moment de sérénité. Valvital, source de bienfaits. Ah, petite ouverture, gros problème d'isolation. Bloquez le froid avec les mousses Rubson à l'expansion idéale. Ah, condensation. Souvent problème d'humidité. Protégez votre maison avec l'Aéro 360 de Rubson. Oh. Ah, regardez, des joints moisis. Risque de dégâts des eaux. Adieu les fuites. Avec le mastic Rubson. Mission accomplie. Rubson, votre expert pour une maison saine. Il arrive qu'on rencontre quelque chose de si impressionnant qu'on en reste bouche bée.
de si inspirant que la vie en est changée. De si beau qu'on voudrait le voir continuer. Le jour où cela arrive est un moment à ne pas manquer. Shenyun. Billets en vente sur shenyun.com. La sécurité en ligne, ça peut être ennuyeux. Mais NordVPN bloque les menaces en ligne et défend votre confidentialité. Une sécurité si simple, c'est presque ennuyeux. Profitez de moins 70% sur NordVPN. Et c'est avec ces petites rimes et ces jolis vers que je te le dis tout bas. Bon anniversaire, papa. Ultralevure est un médicament indiqué dans le traitement de la diarrhée aiguë passagère qui permet de compenser le déséquilibre transitoire de la flore intestinale. Ultralevure, médicament de la diarrhée aiguë passagère en complément des mesures hygiéno-diététiques. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Hier déjà, on utilisait les plantes pour apaiser la toux. Aujourd'hui, Phytoxyl assemble des extraits de plantes dans une formule élaborée pour soulager efficacement la toux. Dispositif médical dès 2 ans. Qu'est-ce qu'on va manger? Après le loyer, il reste quasiment plus rien pour manger. En ce moment, je ne mange plus qu'un repas par jour. Quand Théo pleure parce qu'il a faim, j'ai honte. Qu'est-ce qu'on va manger? Cette question simple est vitale pour les 7 millions de personnes qui n'ont plus les moyens de se nourrir correctement. Avec vous, nous pouvons y répondre. En donnant 10 € par mois, vous soutenez nos 760 centres de distribution. Avec 10 € par mois, vous aidez des personnes à manger à leur faim. Avec 10 € par mois, vous contribuez à répondre aux besoins vitaux des tout-petits. Appelez gratuitement le 0805 210 210 ou tapez croix-rouge.fr. Mais pourquoi y a personne ici? Et pourquoi y a pas un bruit? Offre une pause à ta voix intérieure avec Frident. Frident, ça va mâcher. Avec Michel, on a bien géré pour notre retraite. Grâce à René Coste, le numéro 1 du viager, on a tout de suite reçu une somme d'argent et on touche une rente à vie qui nous apporte un revenu en plus chaque mois. Appelez René Coste au 0800 960 900. Contre les poussées dentaires douloureuses légères à modérées, la solution la plus adaptée n'est pas toujours un médicament. Mais si besoin, Doliprane Liquid sera là. Apprenons à mieux gérer la douleur. Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage. Votre programme avec Lorénov, fabricant français de menuiseries qui vont vous faire aimer votre maison. Lorénov, s'ouvrir au monde. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Vous êtes toujours devant le grand dossier, toujours avec cet enjeu Iran, un accord ou la guerre. On en parle avec mes invités, mais tout de suite, c'est l'essentiel de l'actualité. Le budget 2026 est sur le point d'être adopté. 2 motions de censure du gouvernement Lecornu sont examinées aujourd'hui. Si elles sont rejetées comme attendu, 4 mois après sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu pourrait achever sa première et principale mission, doter la France donc d'un budget. Le ministre de l'Intérieur à Nantes, 3 policiers ont été percutés et hospitalisés après un violent refus d'obtempérer. La nuit dernière, un conducteur a pris des risques inconsidérés pour s'échapper à un contrôle de police sur la route de Saint-Nazaire. Les policiers, dont un élève gardien de la paix, ont été sérieusement touchés après avoir été percutés frontalement par le fugitif. Elle était réclamée avec force par l'ONU et les ONG internationales. L'ouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, fermé en mai 2024 pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Il a rouvert ce passage ce lundi dans les 2 sens, mais au compte-gouttes pour les habitants du territoire palestinien. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons le fil de ce grand dossier Iran, un accord ou la guerre. Pour tout comprendre, tout décrypter, je suis toujours ravie d'être avec Hélène Bonnet, avec le colonel Goya, avec Guillaume Roquette et donc avec vous, Laura Rinel. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, chercheuse pour la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste en dissuasion nucléaire. Et si le programme en réalité de missiles balistiques iraniens était le dossier le plus redouté, le plus redoutable. Bien plus que le programme nucléaire. Les Israéliens en particulier auraient partagé des informations sur le sujet avec Washington, sur les efforts de l'Iran pour reconstruire son programme de missiles balistiques. Et c'est surtout sur ce point que les Iraniens ne veulent rien lâcher. Alors que les États-Unis exigent l'abandon des missiles de moyenne et longue portée, l'Iran les considère comme un pilier de sa sécurité. Écoutez, regardez.
Je vais vous le dire sans équivoque, les capacités balistiques iraniennes ne sont pas négociables. Je ne pense pas qu'un seul pays au monde accepterait cela. La sécurité des Iraniens n'est pas l'affaire d'une autre puissance. Nous les étendrons autant que nous le souhaiterons. Ensemble, colonel Goya, allons plus loin pour nos téléspectateurs. Pour commencer, colonel, où en sommes-nous? En est-on du stock de missiles iraniens? Alors, c'est un peu d'inconnu. Il faut quand même rappeler cette évidence, c'est que la menace nucléaire, c'est une menace potentielle, c'est une menace future, alors que la menace des missiles, notamment des missiles balistiques, elle est déjà actuelle. Elle est même très ancienne. Ça fait 40 ans que l'Iran développe une force de frappe conventionnelle. Ils ont très bien compris qu'une armée de l'air, une aviation, ça servait à rien. En revanche, pour eux, mais des missiles balistiques, des missiles de croisière, puis maintenant des drones à longue portée, ça permet de faire mal partout, depuis l'Iran ou depuis des alliés. Il ne faut pas oublier par exemple les Houthis au Yémen qui ont leur propre force de frappe qui peut être extrêmement gênante, on va le dire. Alors ils ont une panoplie énorme de missiles très divers dans tous les domaines. Alors là, on a un petit exemple, c'est le FAT 360 qui est un système à courte portée, ça tape à 150 km. On le voit, la plupart des systèmes sont des systèmes mobiles. C'est un peu l'équivalent si on veut, d'une certaine façon, de l'HIMARS américain, dont on a beaucoup parlé en Ukraine. Donc ça, c'est un truc qui peut lancer un missile balistique à 100, 120 km avec, et c'est toujours très important, savoir ce qu'on appelle un ECP, un écart circulaire probable de 30 mètres. C'est-à-dire que vous avez une chance sur deux de taper à 30 mètres du point que vous visez. C'est ce qui est relativement précis. Donc voilà, on ne sait pas très bien combien ils ont de ces systèmes, de la même façon qu'on ne sait plus très bien combien ils disposent de ces systèmes à longue portée ou à moyenne et courte portée, mais c'est quand même assez considérable et donc lancer en masse, ça peut faire beaucoup de dégâts pour les Américains, pour Israël ou pour les pays de la région. Et puis un autre deuxième exemple, parce que cette force de frappe, elle est à la fois, sol-sol, pour attaquer des cibles au sol terrestre, ou ils ont également une grande force de frappe anti-navire militaire, mais aussi peut-être anti-navire civil, les pétroliers, enfin tout ce qui passe dans le détroit d'Ormuz. Donc ils ont là aussi une énorme capacité de nuisance qu'ils ont développée. Donc là, l'Ormuz 2, c'est un missile, là aussi c'est un missile balistique. Je rappelle que les missiles balistiques sont des missiles qui volent très haut, qui partent très haut dans le ciel, qui sont très rapides. Donc c'est ça leur véritable protection, c'est leur vitesse. Ils sont très difficiles à intercepter par leur vitesse et qui sont plus ou moins précis. Donc ça, c'est un peu le dernier modèle dont ils disposent en termes d'anti-navire. Donc avec ça, vous pouvez frapper jusqu'à 300 km n'importe quel navire. Et c'est évidemment, tout ça, c'est extrêmement redoutable. Mais encore une fois, c'est un système parmi d'autres. Ils ont des centaines de missiles d'autres modèles, moins performants, mais quand même extrêmement dangereux. Alors combien on en dispose, on ne sait pas très bien, parce que les Israéliens ont quand même frappé très fort au mois de juin. Ils ont attaqué la capacité de production, ils ont attaqué les sites, ils ont traqué les sites, que ce soit au sol, depuis les airs. Alors ils se sont concentrés surtout les lanceurs à longue portée, ceux qui pouvaient toucher Israël évidemment, mais les Iraniens prétendent avoir doublé leur production en 6 mois, et donc avoir reconstitué une masse. J'y reviens. C'est un système plus ou moins sophistiqué. Alors on voit des images, il faut voir toujours la part de propagande, oui. Mais quand même, ils ont une capacité, ils ont plusieurs milliers de projectiles de tout type qui peuvent être lancés à tout moment. Et ils comptent sur cet effet de masse, en réalité, pour percer éventuellement les défenses les plus solides. Même la défense israélienne, qui est certainement le pays qui est le mieux protégé contre des attaques de missiles, il y a quand même des missiles balistiques qui ont réussi à passer, à faire des dégâts en Israël. Et donc, ce que disent implicitement les Iraniens, écoutez, on est capable de faire mal à tout le monde, y compris aux Américains. C'est ce que disent les Iraniens. Oui. Image de mars 2025, c'est en pleine guerre des 12 jours, image de propagande iranienne pour dire regardez, nous disposons d'un énorme arsenal. Effectivement, la propagande, il faut le souligner. Colonel, plusieurs pays proposent, c'est ce qu'on lit dans la presse, de les contenir, ces missiles balistiques, de les geler. Je lis qu'il faut aussi les neutraliser leur capacité d'emploi en échange de garanties de non-agression contre l'Iran. Mais comment on gèle, on neutralise les capacités de missiles balistiques alors c'est une solution. La première solution,
solution, c'est de dire, voilà, on détruit tout. Deuxième solution, c'est on obtient le démantèlement de tout cet arsenal. C'est quand même très compliqué, ce sera une concession quand même majeure. Ou alors, il y a un peu une solution à la manière de ce qui s'est passé en 2013 en Syrie. Je rappelle, attaque chimique en Syrie en 2013. Ça provoque une crise internationale, on se prépare à intervenir. Et la Russie dit, écoutez, c'est pas compliqué, on va prendre tout l'arsenal de lanceurs et d'éléments chimiques de l'armée syrienne, on va les stocker dans un coin, ils ne pourront pas être utilisés, on va les surveiller. Mais globalement, c'est une solution qui est présentée de la même façon pour les Iraniens en disant, voilà, on prend tous les missiles, on les stocke, on les démonte quand on peut les démonter. Si on peut enlever les ogives ou le système de guidage, on les met à part de façon à ce qu'ils ne soient pas tout de suite opérationnels et on les stocke quelque part et on les surveille avec une agence internationale qui surveille ça, et le tout en échange de garanties, parce que sinon des missiles qui sont démantelés comme ça ou qui sont inopérationnels, ça ne sert pas forcément à grand chose pour un pays. Merci colonel, on prend la direction de Tel Aviv pour retrouver Betsabé Salem. Betsabé, on apprend par ailleurs que le chef d'état-major israélien s'est rendu à Washington pour tenter de convaincre les Américains de lancer une opération militaire d'envergure. Israël, donc on le comprend, mais actuellement une pression maximale pour faire capoter un accord pour pousser les États-Unis à frapper, et si oui, surtout, le programme balistique iranien ? Oui, alors une petite précision d'abord, c'est que selon les médias ici, en tout cas, et selon les informations dont on dispose, la délégation du chef d'état-major, comme les délégations d'ailleurs des chefs de renseignement militaires et du Mossad ces dernières semaines à Washington, c'est pour partager des plans d'attaque et de défense, mais aussi Israël vient partager des renseignements sur l'état, par exemple, de l'armement et de la production des missiles. On n'en sait pas beaucoup plus. Alors c'est vrai que pour Israël, l'objectif principal, c'est d'éliminer, d'arrêter ce programme balistique iranien. C'est la menace la plus urgente, c'est la menace existentielle selon Benjamin Netanyahou à l'heure actuelle, plus encore que le programme nucléaire iranien. Selon les services de renseignement, l'Iran possède aujourd'hui 1500 à 1800 missiles balistiques. C'est-à-dire que l'Iran serait parvenu à reconstituer son arsenal d'avant la guerre des 12 jours. Et ces missiles balistiques, pour faire simple, ils ont des ogives qui font plusieurs centaines de kilos et ils atteignent le territoire israélien en une douzaine de minutes. Or, on l'a vu, la défense israélienne, elle n'est pas hermétique et il suffit que l'Iran envoie des salves de dizaines ou de centaines de missiles. Évidemment, il y en a beaucoup qui passent ce filtre. Il faut savoir que, a priori, ici, on n'a pas le sentiment qu'il faille faire beaucoup d'efforts pour convaincre la Maison-Blanche. De ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que Donald Trump veut montrer qu'il épuise les voies diplomatiques, mais il semblerait qu'en fin de compte, il ait déjà l'intention d'attaquer l'Iran. C'est ce que pensent ici les médias israéliens en tout cas. Merci précieuses informations depuis Israël. Betsabé Salem, merci depuis Tel Aviv. Donc l'intention certaine, selon certains observateurs de votre côté, que Trump va frapper. Lovarinel, on s'est arrêté sur le programme missile balistique, mais le nucléaire, il se passe des choses. On vous soumet des images que nous avons aperçues aujourd'hui. Images satellites fournies par Planet Lab. Un avant-après de sites comme Ispahan ou encore celui de Natanz. Alors, premières images avant, on est début décembre et après on arrive fin janvier. Les Iraniens sont-ils en train de réaliser des travaux à vitesse grand V sur certains sites iraniens, et si oui, pourquoi ? Écoutez, là, par rapport aux photos que vous montrez, je suppose qu'elles ont été authentifiées. Oui, on voit bien qu'il y a des travaux de rénovation. Et effectivement, on est sur un site qui abritait leur programme nucléaire. Donc on peut considérer que derrière, il y a refaire le programme nucléaire. Mais quand même, rappelons les faits. Après le 20 juin, j'ai plus les dates en tête exactes, on nous avait dit, les Américains, Donald Trump disait « c'est fini ». On a oblitéré, disait-il. C'est fini. Rangez vos préoccupations, messieurs, madame de l'AIEA, diplomates depuis 50 ans, vous n'avez rien fait, moi, j'ai réglé la question iranienne. Bon, je crois que non. Ensuite, le programme nucléaire, c'est plusieurs éléments, plusieurs composants. Il y a la partie effectivement matérielle, donc déjà le site, ou les sites, d'ailleurs, on en a
deux de connus, mais il y en a d'autres qui sont cachés. Donc ceux-là, ils n'ont pas été bombardés. Il y a la matière fissile, les fameux 400 kilos. Donc en plus, on n'est pas vraiment d'accord, mais on pense qu'il y a au moins 400 kilos d'uranium enrichi de cachés. Ils sont partis où ? Où est-ce qu'ils sont ? Tout cela font partie des éléments. Et puis après, il y a les ressources humaines, les ingénieurs, les chercheurs, toutes les personnes qui participent à l'élaboration d'un programme qui n'ont pas été, on va dire, démantelés. Donc dire que le programme iranien, et j'insiste pour les gens qui nous regardent, on ne peut pas démanteler sur un bombardement. Ça prouve quoi ? Que le militaire ne se substitue pas à un accord diplomatique. Et c'est le travail de l'AEA, et je pense que c'est la vraie question de Donald Trump, qui dit que dans sa manière du multilatéralisme, regardez l'échec que vous avez fait, moi je suis capable de démanteler un programme nucléaire. Je crois que là, ça montre que ce n'est pas possible. Ensuite, pour rejoindre sur la question du balistique, parce que dans l'accord, le futur accord qu'il souhaite, c'est derrière les balistiques, c'est quoi ? C'est la recherche du vecteur. C'est en fait cette capacité, peut-être, de transporter une bombe pour tirer plus loin en profondeur. C'est pas aussi simple, puisqu'en fait, les Iraniens sont assez clairs. Ça relève d'une compétence souveraine d'avoir une armée conventionnelle. Et moi, franchement, j'alerte parce que lutter contre la non-prolifération, contre la possession d'un pays hors TNP ou même dans le TNP, puisqu'ils sont signataires, d'avoir une arme nucléaire, c'est sain, c'est normal, ça préserve la sécurité intérieure. Cacher, finalement, sous prétexte nucléaire, d'interdire un pays d'avoir un armement conventionnel, ça pose des difficultés et ça interroge sur la manière dont Donald Trump porte le sujet. Il dit quoi finalement ? Les Iraniens, vous ne pouvez plus être une puissance du tout. Et je crois que ça doit finalement nous interroger. On a Donald Trump face à l'Iran, alors avec Israël, on comprend derrière qu'il appuie pour une attaque pour taper sur le programme balistique, mais je rappelle, ils ont tenté de détruire le programme iranien nucléaire. Moi, je pense qu'ils n'ont pas réussi. Le problème balistique, c'est pareil. Ils ne vont pas réussir. Donc, ces bombardements, ces annonces de guerre, tout ça pour dire que finalement, le militaire est censé se substituer au diplomatique. Ça, en tout cas, moi, je trouve que ça ne marche pas. C'est ce qui m'alerte, parce que ça nous sort, nous, les Européens, le multilatéralisme et l'ONU, tous ces organismes qui travaillent à œuvrer pour la paix, difficilement, je reconnais, parfois de manière inefficace, puisque, rappelons-le, l'Iran est un État qui soutient des groupes terroristes, lui-même terroristes. Et on n'a pas su, peut-être, et certainement, les mettre à genoux et nous sécuriser. Mais de là à faire ça, je trouve qu'ils se positionnent en martyrs. Et ça m'embête parce que de l'autre côté, quels sont nous les moyens pour les ramener autour de la table, si ce n'est eux-mêmes dire regardez les Américains ce qu'ils nous font et maintenant venez nous aider, ça nous met, nous, je pense, le reste du monde dans une position vraiment délicate. Un débat passionnant, donc ayons-le. Guillaume Roquette, je voulais noter et vous intéresser, allez-y. Regardez. Oui, parce que je trouve que Mme Brignac a dit les choses très clairement. En fait, ou bien Trump insiste sur le nucléaire parce qu'il veut, entre guillemets, une victoire symbolique. Parce qu'après tout, il y en a déjà eu des deals sur le nucléaire dans le passé. Il y avait même eu un accord qui avait été signé entre les Américains et les Iraniens avant que Trump ne dénonce unilatéralement cet accord. Donc là, je dirais, on est entre gens de bonne compagnie, ça va s'arranger, l'important c'est une victoire symbolique. Ou alors, effectivement, il veut vraiment démanteler l'arsenal balistique pour protéger durablement Israël, et à ce moment-là, c'est une autre histoire, et là, pour le coup, il y a une escalade possible, parce que les Iraniens semblent vraiment dire, non, nous, et c'est hors de question pour nous, c'est notre souveraineté, on ne touche pas à nos missiles. Hélène Bonnet et Colonel, bien évidemment. Allez-y, Hélène. Mais je pense que le fait qu'on ne sache pas exactement quel est l'objectif final de Donald Trump, ça fait partie du brouillard peut-être qui est voulu, mais aussi peut-être de tous les éléments qui rentrent dans la discussion. C'est-à-dire que Donald Trump, il n'est pas tout seul à décider. Il y a des mouvements au sein de sa propre administration. J'entendais encore sur Fox News, Lindsey Graham, le sénateur républicain, qui est plutôt un sénateur républicain classique, qui parlait de changement de régime. Donc, il y a peut-être des forces qui poussent pour ça dans son administration, d'autres qui disent non, attention, il ne faut surtout pas s'en mêler. Vous avez tous les partenaires régionaux des États-Unis qui ne sont pas pour une intervention, Israël à l'inverse qui aimerait qu'on s'attaque au programme balistique. Donc finalement, le fait d'entretenir une sorte de brouillard, c'est que peut-être la décision ou l'objectif n'est pas totalement défini pour l'instant. Colonel, allez-y. Oui, je rejoins ce que dit Hélène, c'est-à-dire le flou, c'est un peu la liberté d'action du politique. Alors je pense qu'au départ, Donald Trump n'avait pas forcément d'objectif très clair, et en même temps, ça l'arrange parce que, comme on l'a évoqué un peu au début, ça laisse une porte de sortie, ça laisse plusieurs portes de sortie aux Iraniens, à condition qu'ils fassent quand même une concession quelque part. Maintenant, pour revenir à l'éradication
l'éradication, à l'emploi de la force pour éradiquer un certain nombre de programmes nucléaires ou balistiques, etc. D'abord, il y a un problème de légitimité, effectivement. Donc vous partagez cette analyse ? Bien sûr. Autant s'attaquer effectivement au nucléaire, c'est tout à fait légitime. L'Iran est signataire du TNP, le trahit, donc mérite. Il y a une large justification. S'attaquer à un programme balistique, sur quelle base ? Je veux dire, effectivement, n'importe quel pays a le droit d'avoir une armée, des forces, etc. J'ajoute que le président des États-Unis, normalement, il n'emploie pas la force non plus comme il veut. Il emploie la force parce qu'il doit lutter contre les organisations terroristes. Donc ça, c'est une quasi-autorisation permanente des organisations terroristes djihadistes, je le rappelle, ou alors parce qu'il y a une menace immédiate sur les Américains. Et donc là, est-ce que les balistiques, c'est une menace immédiate pour les Américains ? C'était un peu le discours qu'avait lancé Marco Rubio en disant, regardez, il y a une menace sur nous, ce qui justifierait d'attaquer préventivement. Et puis, dernier point, militairement, si vous voulez éradiquer un programme, véritablement, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller sur place, il faut envoyer des forces terrestres, aller occuper le terrain et traquer et détruire tout ce qu'il y a sur place. Il y a globalement pas beaucoup d'autres solutions. Est-ce qu'on doit retourner devant l'écran avec le colonel dans un instant ? Très rapidement sur les objectifs, moi je pense qu'il faut retourner à ce que disaient les Américains dans leur dernier livre blanc, l'équivalent de livre blanc de la défense, ils parlent de soumission stratégique. Oui. C'est une méthode en fait, et un objectif en même temps. C'est leur méthode, leur objectif, c'est soumettre, c'est plus discuter. On n'est plus d'égal à égal quelque part, ou un compromis, qu'est-ce que c'est un deal ? C'est je coupe un peu la poire en deux, je retire ma partie, tu retires ta partie. Là, il dit non, ce sont mes conditions contre les tiennes, avec une soumission, cette force militaire. Et on voit le comportement de Donald Trump. Moi, je pense qu'au contraire, il est très clair. Quand il dit, oui, bien sûr, ils peuvent m'attaquer, mais bon, on va arrêter d'avoir peur 5 minutes, mon armée est la plus forte. Il n'y a pas de négociation, et c'est bien le problème. Alors, sur le nucléaire, on lit des choses étonnantes. On a lu dans l'Express un avion renifleur nucléaire, je vous assure, véridique, américain déployé au Royaume-Uni pour surveiller l'Iran. C'est très saillant, on va en parler. Capable de détecter des traces radioactives dans l'atmosphère. Et les États-Unis continuent, vous le comprenez, de renforcer leur armada. Encore une fois, on va plus loin ensemble, colonel. Colonel Goya, dites-nous en plus sur l'armada américain qui s'est encore renforcé ces dernières heures. Oui, alors il y a le côté très américain, très méthodique, où on rajoute toujours du matériel. Là où 100 suffirait, on met 200, parce que comme ça on est encore plus sûr de réussir, et d'autant plus que les 200, on les a. Donc ils rajoutent des matériels. Alors parmi les éléments, vous avez l'USS Delbert Black. Alors c'est quoi ? C'est un destroyer. Toute petite parenthèse, c'est le nom d'un officier marinier, d'un sous-officier. Et donc je trouve ça assez sympa que les Américains, eux, donnent des noms de bâtiments majeurs à des sous-officiers. Bon, je ferme cette parenthèse. Voilà, c'est un message. Et surtout, qu'est-ce que c'est ? Un destroyer américain, c'est une base flottante, c'est quelque chose, une plateforme de tir qui est assez impressionnante. On peut tirer sur des navires. En Méditerranée, c'était pas le sujet. Il y a une force de frappe de missiles de croisière, des Tomahawk, qui doit porter à peu près une cinquantaine de missiles de croisière. Mais surtout, il sert à quoi ? Il sert surtout à défendre le ciel. C'est-à-dire que ce bâtiment, il porte des missiles antiaériens, des SM-2, des SM-6, donc des trucs assez classiques, mais surtout des SM-3, qui sont des missiles, ce qu'on appelle hit to kill, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller percuter, toucher, c'est pas exploser à côté, non, d'aller toucher un missile balistique en dehors de l'atmosphère. C'est à peu près ce qui se fait de mieux avec les missiles THAAD et les Arrow 3 israéliens. Et donc s'il est placé près d'Israël, c'est pas pour rien, c'est très clairement pour contribuer, on le voit, à la défense de cette zone. Voilà, et donc on voit bien, globalement, le dispositif américain, c'est un bouclier, un marteau, mais c'est précisément, en fait, c'est 2 boucliers et 2 marteaux, un qui est à l'ouest et un qui est dans le Golfe. Ensuite, ils ont déployé, alors ça c'est ce qu'on appelle un avion de patrouille maritime. D'accord. Un Poséidon, notre équivalent, c'est l'Atlantique 2. Donc ça c'est un immense radar volant qui est surtout destiné à surveiller les mers, qui lui-même a une capacité de destruction. Il peut lancer des torpilles, on peut même lancer des missiles. Donc ça c'est quelque chose qui est destiné à protéger le ciel, qui va surveiller toute la zone au-dessus du golfe d'Oman en particulier, qui va détecter tout ce qui va arriver sur les navires, que ce soit sur mer ou dans les airs. Donc ça c'est également effectivement très précieux.
Et puis, autre chose. Je peux vous interroger du coup sur l'article de l'Express et le renifleur nucléaire. Alors, nous avons repéré, c'est dans l'Express, ce renifleur nucléaire déployé au Royaume-Uni visiblement pour surveiller l'Iran, et il est capable de détecter des traces radioactives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Voilà, on a été un peu surpris. Non, en fait, c'est un système qui est relativement ancien. En fait, c'est un gros Boeing civil qui est transformé en laboratoire volant avec un nez qui... globalement, il y a des capteurs, il récupère de l'air, en fait, il y a des filtres, il récupère de l'air, et cet air est analysé, et on essaie de détecter des éléments radioactifs dans cet air, des particules alpha, gamma, etc. Et ce qui donne l'indice, effectivement, d'une activité nucléaire, d'une émission radioactive. Donc globalement, cet engin sert surtout à détecter des essais nucléaires clandestins. Et s'il est là, c'est aussi presque symboliquement pour mettre l'accent sur le fait que on est là aussi pour surveiller le programme nucléaire iranien. Merci beaucoup, colonel. Votre analyse? Je vous la soumets, bien évidemment, spécialiste du nucléaire que vous êtes. Cette armada avec la présence d'engins tels que celui-là. Alors, plutôt plus sur le renifleur. Bon, le nom nous rappelle d'autres engins un peu moins, on va dire, efficaces, mais voilà. L'OTIS, l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, possède des stations de ce type qui permettent de détecter, c'est terre, mer, air, les différents moyens justement de détecter s'il y a eu des essais. Et ce type de dispositif, effectivement, complète l'inspection. Donc moi, je pense que c'est plus un signalement de la part des Britanniques et quelque part de l'Europe en disant peut-être que ça concerne comme ça bilatéralement les Américains et les Iraniens, mais nous rappelons que la question de la non-prolifération est un problème de sécurité internationale. Je pense que ça, c'est le premier point. Sur son efficacité, je ne sais pas, pour être très honnête, mais on est en possibilité, effectivement, avec des détections aériennes, de savoir en fonction... Ça permet de qualifier, en fait, si il y a de la radioactivité, et en fonction du degré de radioactivité, si effectivement il y a eu des essais et si c'est dangereux. Ça, c'est vraiment le signalement. Mais ça ne permet pas de savoir s'il y a des choses sous terre. Enfin, on n'est pas du tout de cet ordre-là. Guillaume Roquette. Oui, effectivement, on ne trouve pas les bons, semble-t-il, avec cet engin-là. Mais ce qui est intéressant, ce qui effectivement accrédite l'idée que là, on est un petit peu dans le connu, dans le classique, c'est que cet avion, il a été mis à disposition des Nations Unies pour justement surveiller le respect du traité de non-prolifération. Donc on n'est pas dans une logique agressive, mais plutôt dans une logique de contrôle, je dirais, habituelle.